La rubrique, c'est éducation, vous l'avez compris. Monsieur Zabi Frédéric, psychothérapeute et éducateur familial. Souvent, on n'a pas l'impression qu'on en a besoin, et pourtant, si. Mais est-ce que c'est un métier répandu ici en Côte d'Ivoire? Malheureusement, non. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Je suis pressé de dire non. Ah. Non, parce que on n'en voit pas beaucoup. Enfin, Mm. moi, à ma connaissance, je vois juste quelques psychologues, mais bon, ceux qui sont des thérapeutes, j'en vois pas beaucoup. Alors, malheureusement, on pense sûrement à tort que dès qu'on parle de psycho quelque chose, on se dit que la personne est complètement décalée, C'est ça. elle frôle la folie, et on se dit qu'on n'est pas à ce stade-là, et on n'a pas besoin de quelqu'un pour régler ses problèmes. Au pire des cas, on en parle à la famille, aux amis, et non pas à une personne étrangère à la famille. Oui, oui, malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, parce que figurez-vous, après l'émission de la semaine dernière, Mhm, j'ai reçu des centaines d'appels. mhm, Et tout le monde me disait, mais vous dites dans votre émission qu'il ne faut pas qu'on se réfère tout de suite au témoin de mariage ou à la famille, mais on se réfère à qui? mhm, La question m'a été posée. J'ai dit, mhm, ben, rendez-vous mardi prochain. mhm, Aujourd'hui, on est là. On va parler de ça. mhm. C'est que c'est vraiment une mauvaise idée de parler de ces problèmes de couple en général, tout de suite aux personnes extérieures, aux amis, aux membres de la famille, etc. Pour une raison. Mhm. La principale raison, c'est que en général, premièrement, les gens, ils ont des approches très inappropriées par rapport aux problèmes que le couple vit, parce que Mhm, eux, ils ne vivent pas le problème, mhm, donc ils n'ont pas toujours tous les tenants, tous les aboutissants. mhm, En général, ils se contentent juste de l'approche donnée par un membre du couple, et puis bon, voilà, ils prennent parti, ils tentent des approches de solutions qui ne sont pas toujours appropriées. Deuxièmement, quand il y a une intervention extérieure, le problème que ça pose, c'est que ça ne facilite pas la résolution, en ce que souvent, euh, le membre du couple qui, par exemple, a pris ses affaires pour partir, en ce moment, fait attention au regard des autres. mhm, Moi, j'avais dit de mon mari qui n'était pas bien, qui ne faisait pas ceci, qui ne faisait pas cela. Je l'ai exposé à la vindicte populaire, mhm, pratiquement. Et maintenant, je me vois très mal en train de revenir vivre avec cette même personne que j'ai vilipendée hier. mhm, Parce que je me dis, que diront les autres? mhm, Donc, à cause du regard des autres, il est mieux qu'on dispose d'outils pour régler soi-même ses problèmes. mhm. Et, Mais d'un et autre côté, ça fait du bien de parler, de s'extérioriser. c'est toujours bien de parler, mais savoir parler à la bonne personne. Mhm. Parce que quand vous utilisez une mauvaise solution, la mauvaise solution vient épaissir le problème au lieu de l'alléger. Donc, Alors, je vous prends un cas parce que il y a des personnes qui sont très proches de leur père ou de leur mère. Par exemple, une fille, une dame, donc qui est mariée, donc une femme qui est mariée, qui a des rapports fusionnels avec sa mère, peut aller voir sa mère et lui dire, ah, maman, j'ai des problèmes dans mon foyer. Je lui explique exactement ce qu'il en est. Voilà, voilà, voilà. Tu me connais. Donc, je ne sais pas je sais pas vers qui me tourner. C'est naturel que je me tourne vers toi pour que tu me donnes le meilleur conseil possible. Ça, vous conseillez pas aussi? moi, je me dis, les parents sont très, très inappropriés. Mhm, Pour moi, les parents, ils sont très inappropriés. En ce que, premièrement, leur contexte n'est pas le contexte du couple. mhm, Leur époque n'est pas l'époque du couple. mhm, Leur vision n'est pas la vision du couple. mhm. Et très souvent, leur intervention fait beaucoup plus appel à l'émotionnel qu'à l'objectif. Mais connaît sa fille. Donc On c'est peut, là où on parle d'émotion, parce qu'elle connaît sa fille. je connais ma fille, je sais comment ma fille réagit et tout, mais la connaissance que j'ai ma fille et j'ai de ma fille, elle est différente de la connaissance que son mari a d'elle. Mhm, Parce que moi, je ne partage pas le lit de ma fille. mhm, Je la vois réagir à la maison, il y a des choses que je vois, mhm, mais je ne l'ai jamais vue en train de vivre une vie de tendresse avec un homme. mhm, Je ne vis pas cet aspect des choses. mhm, Alors que c'est le lit en général qui importe ici dans la résolution des problèmes du couple. mhm, L'intimité, mhm. cette intimité-là, ni la mère, ni le père, ni les frères et sœurs, ni les amis ne la partagent, Mais ni le malheureusement. psychothérapeute ne partage cette Le intimité. psychothérapeute, il ne partage pas cette intimité, c'est vrai. Mais au moins, il dispose d'outils objectifs pour aider les gens. Mhm, Très en général, quand moi je me retrouve en cabinet en train de faire une consultation ou en train de faire une intervention thérapeutique, je ne cherche pas à dire madame, vous avez raison, monsieur, vous avez raison. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est qu'est-ce qu'il faut que je vous indique comme outil à tous les deux pour que vous créez vous-même les conditions de votre propre bonheur. mhm. C'est cela. Alors que ça, c'est pas évident quand quand l'œil qui intervient ou l'oreille qui intervient ici n'est pas une oreille professionnelle. Maintenant, C'est là toute la comment difficulté. aller vers une personne professionnelle dès l'instant où on a du mal d'abord à communiquer et dès l'instant où il y a problème de communication et rupture de communication, c'est difficile de dire au conjoint on se donne rendez-vous chez le psychothérapeute, par exemple.
C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est juste parce que non seulement la profession de psychothérapeute n'est pas très répandue chez nous, donc le recours n'est pas systématisé ici. Et en général, même quand on a la volonté de le faire, il faut encore qu'on ait une adresse. Donc là, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que quand effectivement la communication est rompue, on a du mal à trouver les bons leviers sur lesquels s'appuyer pour convaincre l'autre de ce qu'au lieu d'aller devant un juge, il faut plutôt qu'on aille devant un psychologue, par exemple, pour parler. On ne sait pas comment le lui dire. On lui dit mal, bon ben là ça va pas, il faut qu'on divorce. Ça c'est des mots qu'on ne doit pas prononcer en principe dans un mariage. Ça va pas, allons nous retrouver chez un psychologue. La première chose quand vous réagissez de cette façon, c'est de... L'autre il s'est dit, mais attends, moi pour vivre ma vie de couple, j'ai pas besoin d'un psychologue, j'en ai pas besoin. Ça, c'est une réaction naturelle qu'il va... Parce que ça met à nu, en fait, ses limites à lui. Or, personne n'a envie d'être confronté à ses propres limites. Donc, c'est qu'au quotidien, c'est de parler tranquillement à son homme ou à sa conjointe, lui montrer que vous n'avez pas la science infuse, qu'il y a des choses qui peuvent vous dépasser et donc vous avez besoin de professionnels pour vous aider. Si vous le lui dites à petite dose, de façon sage et répétée, c'est sûr que le jour où ça n'ira pas, ben, vous aurez un recours. Si éventuellement vous avez une adresse. Voilà. Mais en dehors de psychothérapeute, je me dis quand même qu'il y a quand même un ou deux leviers qu'on peut actionner. Oui. Et le rôle même du psychothérapeute, ce n'est pas d'être là. Parce que moi, si je dois intervenir dans le couple de quelqu'un toute la vie, c'est que j'ai échoué dans mon rôle. C'est que je ne fais pas bien mon travail. Moi, il faut que quand on vient me consulter, que je donne les outils de l'indépendance au couple. Que le couple puisse se passer de moi. Donc, je vais leur donner des leviers sur lesquels s'appuyer. Et le premier levier ici que moi je donnerais facilement, c'est d'abord d'essayer de comprendre le problème des deux côtés. Parce que très souvent, on a des problèmes, mais en réalité, comme les problèmes sont mal posés, on ne les comprend pas toujours. Et on ne s'assure même pas qu'on a compris. Et ici, je donnerai un conseil. Si vous voulez vous assurer que ce qu'on vous reproche, que vous avez bien compris le reproche, il faut reprendre le reproche dans ses propres termes. Vous me reprochez ceci, est-ce que c'est bien cela que vous me reprochez? Si vous êtes d'accord, vous me le dites. Parce que la tendance naturelle dans l'histoire, c'est que quand l'un des membres du couple est frustré, c'est de ressasser le passé. Vous m'avez fait ça, vous avez fait ça. Ça fait que quand ils vont par exemple avoir un recours à une personne extérieure, quelque chose qu'ils pourraient expliquer en 1 minute ou en 2 minutes, on prend 30 minutes à donner tous les petits détails, convaincu que ce sont ces détails passés qui vont aider à bien comprendre. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Il faut aller à l'essentiel, poser le problème réel qui est là. Quand vous avez posé le problème, l'autre membre du couple, il doit se mettre dans l'optique qu'il faut que je m'assure que ce qu'on me reproche, j'ai bien compris. Mais quand vous dites poser le problème, souvent le problème, c'est un amoncellement de petites frustrations. C'est un amoncellement de situations déplaisantes qu'on garde dans un coin de son mouchoir et puis qu'on rassemble. À un moment donné, il y a un trop-plein. Et c'est ce trop-plein-là qui est déversé et qui, à l'occasion d'une étincelle, crée le gros problème. Il faut souvent éviter d'amasser, d'amonceler. Il faut éviter. Quand on est dans un couple, vous voyez, on ne vit pas une vie de couple pour divorcer. Et on ne se dit pas, bon, quand j'ai un clash avec mon conjoint, ben, je ne vais pas parler avec lui parce que... Non, ça c'est quand on n'est pas dans un couple. Quand on est dans un couple, on s'est dit, il faut que les problèmes se résolvent. Si tel est l'objectif, alors chaque fois qu'il y a un petit problème, il faut vider les contentieux tout de suite. Il ne faut pas attendre que les problèmes s'amoncellent. Ça, c'est déjà ce que je peux dire. Mais il y a des gens qui ont l'art d'accumuler. Bon, l'art d'accumuler, mais je prends un cas concret, j'ai beaucoup d'imagination. Je prends le cas du monsieur, comme d'habitude, le monsieur, parce qu'on tape un peu là-dessus, qui sort trop, par exemple. Donc, sa femme lui dit, c'est pas ce qu'on s'est dit. Ah, chérie, excuse-moi. 3 semaines après, il disparaît avec une mission imaginaire. Il revient, sa femme a pleinement conscience qu'il n'était pas en mission parce que malheureusement pour lui, sa secrétaire a appelé en cherchant son patron. Tu continues. Et elle se dit, bon, elle en parle à sa mère parce qu'elle ne connaît pas de psychothérapeute. Sa mère lui dit, écoute, dans un foyer, tout n'est pas toujours rose. Il y a des couleuvres qu'il faut avaler, sur lesquelles il faut s'asseoir pour sauver ton foyer. Et même s'il est avec une autre femme, ben, si tu le quittes, ben, c'est pour laisser libre champ à l'autre femme. Donc, tu as déjà des enfants avec lui, reste tranquille, ça va lui passer. C'est le conseil que sa mère lui donne de manière objective pour aider sa fille à sauver son foyer. Elle s'assoit là-dessus et puis elle lui dit, mais surtout, ne lui fais pas la tête, ne le mets pas, ne le frustre pas. Fais comme si de rien n'était, ça va aller avec le temps. Ce sont des conseils d'une mère qui protège sa fille. Mais sa fille accumule.
elle n'en parle pas, le monsieur s'excuse, il évite le sujet. Mais là, on ne peut pas lui reprocher d'accumuler. Et puis, à la troisième erreur de ce monsieur, elle lui dit, écoute, tu te fous de quelqu'un là. Mais quand elle va voir un psychothérapeute, elle va lui ressasser, elle va lui retranscrire l'historique qui justifie son trop-plein aujourd'hui. Je vais l'écouter avec beaucoup d'attention. Je vais l'écouter, mais ce n'était même pas nécessaire qu'on en arrive là. Pourquoi? Parce que je veux dire, vous savez, les problèmes surviennent parce que très souvent, on a la facilité de n'accuser que l'autre. On ne se remet presque jamais en cause. C'est toujours l'autre qui est responsable. Je ne cherche à défendre personne. Mais je me dis, s'il y a un membre du couple qui rompt le contrat de confiance, on se met ensemble, c'est pour vivre notre unité, notre union, notre amour ensemble, sans que personne ne trompe personne. Ça, c'est le contrat de base. S'il arrive qu'il y a une rupture du contrat de base, c'est qu'il y a problème. Le problème, très en général, il faut avoir le réflexe d'être honnête avec soi-même. Si mon mari sort, si ma femme se comporte de telle ou telle façon, elle est responsable, mais je suis aussi responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les éléments pour le retenir à la maison? C'est possible. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans le couple qu'on ne dit pas forcément. Parce que ces choses-là ont trait à l'intimité des gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens que j'ai pu écouter. Le monsieur, il reproche à sa femme d'avoir des odeurs intimes. Et pour ça, il se refuse d'aller avec elle. Parce qu'il dit que c'est un calvaire pour lui d'en arriver là à chaque fois. Il lui donne tous les conseils. Elle lui dit qu'elle fait ce qu'elle peut. Ils n'ont jamais consulté de spécialistes dans la matière. Ils sont là ensemble. Et pourquoi il ne va pas avec elle? Je n'ai pas entendu. Comment? Pourquoi il ne va pas avec elle? Il ne va pas avec elle parce qu'il dit que c'est un supplice pour lui de supporter ses odeurs intimes. D'accord. Voilà. Et donc, vous voyez, on s'arrête au fait qu'il ne va pas avec sa femme. Il la trompe. Mais personne ne recherche pourquoi est-ce qu'il en arrive là. Le problème de fond, en général, il sera très difficile à quelqu'un, sauf s'il est particulièrement animé de bonne volonté, de dire, ben voilà, moi je refuse de faire l'amour parce que je ne supporte pas telle ou telle chose spécifiquement. Mais il peut lui offrir quelque chose, il peut lui offrir une gamme de produits intimes pour la toilette intime, par exemple. Il peut... Oui. C'est des choses qui sont dans l'ordre du possible. Mais vous savez, quand vous pouvez faire un cadeau à quelqu'un, si vous ne lui montrez pas la motivation, la personne peut ne pas comprendre et ne pas même utiliser votre cadeau. C'est possible. On peut parler à la sœur de la fille, par exemple, pour lui dire, je ne sais pas comment parler à ma femme, mais toi, tu es une femme et tu es sa sœur. Essaye de voir, il faut qu'elle revoie son hygiène corporelle. C'est un domaine, comme je l'ai dit, comme ça touche à l'intimité des gens, ce n'est pas toujours que tout le monde a le courage facilement de s'exprimer là-dessus. En général, on passe la farine, voilà, on ne va pas au fond des choses. J'ai rencontré une dame dont le mari se plaignait de ce que jamais sa femme ne s'est laissée embrasser, etc. Elle me dit, mais ça bouge plus. Ça bouge plus, ils ne se rendent pas compte. Et la difficulté, vous savez, les odeurs corporelles, on ne les sent pas nous-mêmes. Celui qui a l'odeur corporelle, il ne sent pas. Donc, il ne sait pas qu'il a un problème. C'est celui qui est en face qui doit le lui dire. Mais est-ce que vous pensez que c'est vexant? C'est vexant. C'est humiliant souvent. Donc, ça fait qu'on ne le dit pas. Et bon, donc, cette femme-là, elle va se refuser. Si vous allez voir votre mère, moi, je vais voir ma mère, je dis, ben, ma femme, elle refuse de m'embrasser, etc., etc. Bon, je lui dis tout ça. Ma mère, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Que calme-toi, tu sais, ça, c'est les femmes et tout, ça va arriver un jour, etc. Mais la pauvre... Elle ne peut pas imaginer. Oui, la pauvre femme, je ne peux pas lui imposer l'enfer. Donc là, elle prend sa décision, elle n'explique pas toujours pourquoi cette décision précisément. D'accord. Alors, le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a même pas parlé des 6 piliers. Tellement c'est riche comme sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors, j'espère que la résolution ne va pas m'en vouloir. On va essayer de tirer un peu là-dessus. Quels sont les 6 piliers? Le premier pilier, je l'ai déjà dit, hein, c'est chercher à comprendre le problème. Ça, c'est... Si on demande aux gens eux-mêmes de régler leurs propres problèmes, il faut leur donner justement les outils. Et le premier outil, si ça paraît anodin, ça paraît banal, mais il faut chercher à comprendre. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. En général, on fait des reproches de façon globale. On ne spécifie pas le problème. Et là, c'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier, il faut spécifier les attentes individuelles. On dit à son homme, par exemple, moi, tu ne me satisfais pas au lit. Je prends ces exemples-là exprès. C'est vrai qu'on est sur un plateau, il y a les enfants qui peuvent nous écouter, mais je prends ces exemples-là exprès pour qu'on comprenne bien. Tu ne me satisfais pas au lit. Mais c'est trop global.
Oh, en général, c'est comme ça qu'on pose nos problèmes. Ouais, j'ai tel besoin qui n'est pas satisfait. Mais ça reste global. Il faut dire avec précision ce qu'on attend de l'autre. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement de votre conjoint? Qu'est-ce qu'il pose comme acte que vous lui reprochez particulièrement? Et en le disant, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il faut éviter de l'accuser directement. Il faut éviter de toucher à son intégrité morale, physique, corporelle, etc. Je veux dire, il ne faut pas s'attaquer à lui. Il faut s'attaquer au problème. En le faisant. En spécifiant votre besoin à vous, il faut éviter de vous attaquer à votre conjoint. Mais si on dit au conjoint qui ne satisfait pas au lit, on s'attaque directement à lui. Pas à autre chose. Je vous ai dit que le dire de cette façon, c'est mal poser le problème. Il ne vous satisfait pas. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est ce qu'il fait concrètement là qu'il faut dire. Quand vous dites par exemple, tu n'es pas gentil. On peut dire autrement la même chose, mais en ne touchant pas à l'intégrité de la personne. Ce que vous faites n'est pas gentil. Ça n'a rien à voir avec vous qui n'êtes pas gentil. C'est cousin, hein? C'est cousin, mais c'est très éloigné. Okay. Voilà. Ce que vous faites n'est pas gentil. Cet acte particulier n'est pas gentil. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites n'est pas gentil. Okay. Mais quand je dis que vous n'êtes pas gentil, là, en ce moment-là, tout de suite, vous êtes braqué. Ça, c'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier, spécifier donc les besoins personnels et individuels. Le troisième pilier, c'est qu'il faut toujours proposer des solutions. Pas une solution, mais des propositions de sortie de crise. Souvent, on a conscience du problème, mais on n'a pas la solution. Quand on dit à un monsieur qui ne satisfait pas, la femme le dit au monsieur, elle n'a pas forcément la solution, elle constate, elle lui dit ce qu'elle ressent. Erreur. Okay. Erreur. Parce que quand vous dites que telle chose est un problème, c'est qu'en même temps, vous avez la solution. Mais pas forcément. On peut identifier le problème. Je vais vous dire, quand vous dites qu'on ne vous satisfait pas au lit, c'est un exemple que je prends. Vous savez comment on peut vous satisfaire, vous, au lit. C'est ça la solution. Des fois, la femme peut dire, je ne sais pas, fais preuve d'imagination, il faut me surprendre. Là, il y a des femmes qui aiment les surprises, par exemple. On aime les surprises, mais quand on voit que ça fait 10 ans que je vis avec quelqu'un... Sans surprise. Il n'y a pas de surprise. Il faut dans ces cas-là que je prenne mon courage à deux mains, que je lui dise ce qui me ferait plaisir à moi. Parce qu'au moins, je sais ce qui me fait plaisir. Je peux ne pas savoir ce qui fait plaisir à ma conjointe, mais au moins, je sais ce qui me fait plaisir. Donc, si j'attends les surprises, c'est ce qui serait idéal. Que mon homme cherche mes zones érogènes, par exemple, pour me faire plaisir, etc. Ça, ce serait l'idéal. Mais s'il n'y arrive pas, c'est peut-être pas sa faute. C'est peut-être lié à sa culture. C'est peut-être lié au fait qu'il est trop pudique, etc. Donc, s'il est dans ce catalogue-là, en ce moment précis, il faut prendre votre courage à deux mains pour lui dire comment vous auriez souhaité que les choses se passent. Donc, vous explorez en ce moment-là toutes les issues possibles, toutes les options possibles qui peuvent venir ici régler le problème. Exposez toutes les options. Okay. Ne vous arrêtez pas à suggérer juste une seule solution. Explorez plusieurs solutions. Ça, c'est le troisième pilier. Ça, c'est pas évident, parce que non seulement il faut prendre le courage pour dénoncer le problème, ensuite, il faut déjà avoir les solutions pour régler le problème. Donc, des fois, c'est plus simple de se taire. Ça, c'est le raccourci dangereux. Quand vous vous taisez, le problème, il perdure. Il s'accumule. Parce que moi, je ne peux pas deviner. Figurez-vous, madame, que quand quelqu'un pose un acte, c'est parce qu'il estime que cet acte-là est bien qu'il le fait. S'il a conscience de ce qu'il est en train de faire est mauvais, il arrête. Mais il s'est dit, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Donc, vous qui êtes le récepteur de son acte, le bénéficiaire ou bien alors la victime de son acte, c'est à vous de lui dire, vous me faites mal. Ce que vous faites là précisément, ça me fait mal. Parce qu'il n'en a pas toujours conscience. Donc, si je peux dire que ça me fait mal, je peux aussi en même temps dire là où ça me fait mal précisément. C'est pour dire que la solution est toujours en nous. Il faut faire l'effort juste de s'arrêter et d'être honnête, non seulement avec soi-même, mais avec l'autre. Parce que la finalité de choses, c'est qu'on vive une vie de fusion. Donc ça, c'était le troisième pilier que j'avais identifié. Et ici, il faut négocier la solution. Parce que quand on a une crise, qu'on a exposé toutes les issues possibles, qu'on a exposé tous les moyens de s'en sortir, il faut maintenant choisir la solution qui nous sied. Et ça ne doit pas être la solution qui sied seulement à l'un des membres du couple. Ça doit être une solution négociée, une solution pondérée, une solution qui arrondisse les angles des deux côtés.
Quand on a choisi la solution, en ce moment-là, j'ai dit, ben, il faut que ce soit des choses qui bénéficient à mon épouse et à moi également. Donc, on a ces solutions négociées là. Et en cinquième position, il faut essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut consolider cette solution-là en rappelant les choses dans la vie quotidienne de tous les jours. Il faut veiller à la mise en application de la solution pondérée, modérée, de la solution consensuelle qu'on a déjà adoptée. Il faut veiller effectivement à son application, de sorte que le contrat puisse perdurer et se perpétuer. Et quand on a fait ça, de temps en temps, il faut révisiter le contrat. Il faut revisiter la solution. Parce qu'une solution qu'on a adoptée aujourd'hui, elle peut se révéler totalement inappropriée dans 5 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'on a résolu le problème de cette façon-là aujourd'hui que chaque année, chaque fois, il faut résoudre le problème de la même façon. Donc, des fois, il faut révisiter la solution qu'on a adoptée. Voici les 6 piliers très, très ramassés que je peux présenter aux téléspectateurs. Mais il y a beaucoup d'autres conseils qu'on peut donner pour pouvoir résoudre les crises. L'idéal, c'est qu'on résolve ces crises soi-même. C'est une belle conclusion. Vous jouez comment? Je suis au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Monsieur Sabi Frédéric, merci infiniment. C'est un plaisir pour moi, madame. Solutions. Merci à vous. Excellente journée. Vous également. Alors, nous avons notre jingle, nous allons parler météorologie. Il s'appelle Monsieur Alain Nyanyoro et c'est tout de suite. Derrière la prostitution, qui va chez la prostituée? C'est toujours les hommes. Alors vous voyez, c'est vous qui faites durer la prostitution. Si vous n'allez pas chez ces prostituées, je crois qu'elles iraient faire autre chose. Je cherche dans le français les mots, les structures, les termes, les démarches qui permettent, si vous voulez, de donner la structure, la mentalité malinquée dans ce qu'elle a d'authentique. Il y a la galère qui sévit actuellement. Donc c'est une façon à nous les jeunes de prier pour le bon Dieu, au moins pour qu'il essaie de créer une situation. Lorsque nous sommes arrivés à Marseille, que nous avons vu des porteurs blancs qui nous prenaient nos bagages, ça nous a paru quand même assez curieux, assez surprenant. Mémoire de Côte d'Ivoire, samedi à 10h05 sur RTI 1. Le climat et vous. Alors, le FIT, le Front intertropical, nous parlons de la reprise et du comportement de la pluviométrie. Monsieur Alain Nyanyoro, vous êtes prévisionniste à la direction de la météo nationale à Sodexam. C'est bien ça. Très bien. Alors, très bien. Notre thème, donc, on parle du FIT. Oui, effectivement, parlons du FIT. La dernière fois, nous avons parlé du FIT et du retour de la pluviométrie. Mais nous n'avons pas insisté, en fait, nous ne savons pas exactement ce que c'est que le FIT. Nous avons juste évoqué le thème sans avoir expliqué. Effectivement, le FIT, c'est le front intertropical. Le front, on pourrait le voir comme la démarcation, donc la limite de conflit. Donc, de conflit entre quoi? Entre deux vents, deux types de vents. Donc, des vents secs et des vents humides. Les vents secs viennent du sud, donc soufflent depuis la mer jusque sur le continent. Les vents secs soufflent depuis le désert jusque vers le bas. Et donc, l'endroit, donc la trace au sol de cette limite-là, ou de ce conflit-là, c'est cette trace-là que nous appelons FIT, donc le front intertropical. Et le front intertropical, pourquoi? Pourquoi parler de pluviométrie, de retour de pluviométrie, et parler de front intertropical? En réalité, ce conflit donc, entre ces deux vents nous permet tout de suite de savoir quel type de temps, sinon la limite donc de ce front-là, nous permet de savoir quel type de temps pourrait être associé sur les différentes zones, au nord ou au sud du FIT. Donc, le FIT migre nord-sud régulièrement et je pourrais paraphraser Imagique pour dire le conflit est dominé à chaque fois que le soleil se déplace d'un côté ou de l'autre. Donc en été, le soleil se retrouve dans l'hémisphère nord, donc le front intertropical se retrouve beaucoup plus au nord, donc dans les pays sahéliens, et en hiver, le front intertropical donc descend plus vers nos côtes, et donc
on a des différents temps qui sont associés à cela. Donc, nous parlons donc de retour de pluviométrie de FIT. Effectivement, lorsque le FIT remonte vers le nord, il se trouve que l'humidité, donc les vents qui souffrent depuis la mer, profitent pour entrer pleinement sur les terres et donc apportent suffisamment d'humidité, et les zones susceptibles donc de connaître de la pluie se trouvent juste en dessous. Et au nord du FIT, on se retrouve avec des vents toujours secs, donc de type harmattan. Certainement, en décembre, on reviendra pour parler de l'harmattan. Effectivement, le front intertropical, comme je disais tantôt, dans cette migration nord-sud, à chaque position donc, du FIT, nous pouvons tout de suite, en fonction des distances qui séparent le FIT des différentes zones, savoir est-ce qu'il pleuvra avec des gros orages dans certaines zones, est-ce qu'on n'aura que des pluies, on va dire, de faibles pluies, ou est-ce qu'il ne pleuvra pas du tout. Donc, on a cette situation. Actuellement, c'est ce que l'on voit sur la carte, cette zone front intertropical, c'est cela? Là, nous voyons ici le comportement de la pluviométrie pratiquement sur l'année. Donc, puisque je disais que la pluie, enfin la pluviométrie donc, évolue avec la position du front intertropical. Donc, en décembre, janvier, le front intertropical se trouve beaucoup plus au sud. Donc, c'est les vents d'harmattan qui dominent. Donc, on a moins de pluie, sinon presque pas. Et quand on retourne vers juin, juillet, on a ce front-là qui remonte et donc on se retrouve avec des zones beaucoup plus importantes. Donc, ce conflit de vents humides qui viennent du bas et ce vent sec, représenté ici en rouge, donc chaud, qui viennent du haut. Et c'est cette limite-là, justement, qui nous permet de pouvoir tout de suite savoir quelle est la zone favorable ou pas. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on retient? Il se trouve que, effectivement, en ce moment, le FIT est en train d'amorcer sa descente. Donc, il descend progressivement. Je disais la semaine passée que la saison de pluie, climatologiquement, donc, finit en novembre. Donc, et après, nous passons en décembre où certainement le FIT tendra vers sa position la plus basse. Et en ce moment, justement, cette descente du front intertropical apporte des pluies. Et nous sommes dans la période où nous pouvons déjà commencer à entendre quelques orages. Et nous avons constaté déjà les pluies qui reviennent et tout ça. Et en ce moment, il faudrait, comme j'avais déjà préconisé la dernière fois, faire juste attention pour les habits à laisser la nuit, pour ne pas que ça soit pour ne pas être surpris le matin d'avoir les habits mouillés et se protéger aussi pour les différents orages donc qui pourraient créer juste quelques problèmes voilà. Mais en ce moment nous retournons, donc le FIT redescend et nous sommes en train donc de connaître quelques pluies comme on peut le constater en ce moment. Tout a été dit, nous sommes au terme de l'entretien. Ok. Tout a été dit. Bon, nous avons quand même expliqué le FIT, nous avons expliqué donc le retour de la pluviométrie et je pense que si les téléspectateurs ont compris et que le message est passé, tant mieux. Tant mieux. On vous joue comment? Nous sommes au 21 58 20 01, 21 27 74 44. On peut reprendre s'il vous plaît? Le 21 58 20 01, 21 27 74 44. Merci pour tous ces éclaircissements. Pas de quoi. Merci à vous aussi. Je vous en prie, monsieur Alain Gagnon. Merci. Alors, une page de publicité, nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Ensuite, nous allons parler beauté esthétique. À tout de suite.